vous êtes artisan, vous songez à devenir artisan, et puis évidemment, il y a une question qui se pose. Si vous êtes dans une phase de développement de votre entreprise, vous ne pouvez pas être partout, et évidemment, il va falloir que vous vous fassiez aider. C'est exactement la question que m'a posée Anthony cette semaine. Il était auto-entrepreneur, il vient de passer en société et il a besoin de se faire aider au bureau. Et il m'a dit, comment est-ce que tu as fait pour trouver une assistante? C'est vrai que c'est un sujet extrêmement important. C'est un domaine dans lequel vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que l'assistante est très souvent une de vos premières employées. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans La Main Forte. Mais tout d'abord, jingle. Nous sommes en direct. Justement, je vous le disais avec Laurent Aubel, gérant de Couvreurs Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Alors, pour parler d'assistante, puisque c'est le sujet du jour, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait appel à celle qui a été ma première assistante, la première femme à venir rejoindre l'aventure des Couvreurs Occitans. Anne-Frédérique, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Alors, évidemment, je trouvais que tu étais vraiment la meilleure personne pour parler d'assistante, puisque aujourd'hui, quelles sont les possibilités lorsqu'on est artisan et qu'on veut trouver une assistante? En gros, soit on fait ce que j'ai fait, toi tu étais une assistante à ton compte, à temps partagé entre plusieurs artisans. L'autre solution, ça peut être d'embaucher quelqu'un. Une autre solution, embaucher quelqu'un en CDD, en CDI ou en intérim. Ça peut être une solution. Et très souvent aussi, c'est la femme de l'artisan qui vient filer un coup de main en tant que conjoint et qui vient aider. Donc ça, c'est les différentes possibilités. Toi, en ce qui te concerne, et c'est là où c'est très intéressant, quand tu as démarré, donc tu étais une assistante à ton compte. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques conseils aux artisans qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils détectent chez leur future assistante? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir? Déjà, ils ont besoin d'identifier là où ils ont besoin d'être aidés au bureau. Identifier les sujets sur lesquels ils peuvent être accompagnés par leur nouvelle assistante. Pour détecter les spécialités auxquelles ils vont devoir faire appel. C'était quoi au départ? Ça peut être quoi? Rédiger des devis ou c'est plutôt le boulot de l'artisan? Rédiger les devis, ça c'est pour mon point de vue, c'est que c'est un peu technique quand même. Il faut garder cette partie-là. La rédaction du devis, c'est quelque chose de technique que l'artisan doit garder. Après, ça peut être simplement une mise en forme, la saisie, d'envoyer le devis au client, de s'assurer que le client l'a bien reçu, de passer par la poste si on envoie encore par courrier, toutes les petites choses qui peuvent être faites dans la journée et que l'artisan qui est sur chantier n'a pas le temps de faire. Donc du coup, ça veut dire que l'assistante, à ton avis, au départ, il faut qu'elle soit disponible combien de temps? Alors nous, on avait commencé à l'époque par une demi-journée par semaine. Ouais, c'était le cas. Ouais, mais à l'époque, j'avais même pas de salariés, je crois. Il y avait 2 salariés, je pense. Ouais. Après, là où j'ai rapidement pu apporter mon aide, c'était aussi sur les démarches administratives auprès de l'assurance, pour les petits ajustements de contrat ou les déclarations à l'assurance quand il y a un petit sinistre sur un véhicule ou sur un chantier. J'ai aussi pu t'accompagner quand il y avait les salariés sur les relations avec les organismes sociaux, la caisse des congés payés pour ce qui nous concerne quand on est dans le bâtiment, la Pro-BTP, ce genre de petites aides du quotidien. Même sans salariés, évidemment, il y a toute une partie de travail qui doit être fait au bureau et qu'on est bien content de pouvoir déléguer dans la journée plutôt que de commencer à y travailler le soir, le week-end, au détriment de la vie personnelle. Moi, il est évident que si tu n'avais pas été là, je pense que, d'abord, l'entreprise, on le sait, elle ne serait pas développée comme elle s'est développée, mais même dans la phase de démarrage, parce que bon, peut-être comme beaucoup d'artisans, je ne suis pas une star des papiers, mais c'est même carrément un enfer pour moi que de devoir gérer des papiers. Et je pense que ce n'est pas une option quand on commence à avoir peut-être 1 ou 2 salariés. On a des copains artisans qui ont quelques salariés et qui n'ont toujours pas d'assistante, je ne sais pas comment ils font. Mais personnellement, je pense que si vous n'êtes pas super à l'aise avec les papiers, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est un investissement qu'il faut faire dès le départ parce que sinon, vous allez prendre des mauvaises habitudes, ça va être un foutoir. Et ça peut arriver parce qu'il y en a certains peut-être qui nous regardent et c'est trop tard. Ils n'ont pas pris d'assistante et donc l'assistante va devoir arriver et rattraper du retard. Absolument. Donc peut-être que dans ces cas-là, 4 heures par semaine, ça suffit même pas. Il faut être capable de faire un diagnostic peut-être. C'est un tout premier début qui permet de dégrossir un petit peu l'ampleur du travail. Il y a
des clients chez qui j'ai pu travailler qui, par exemple, m'avaient sollicité pour relancer des impayés. C'est quelque chose qui est assez fréquent chez les artisans, d'un peu traîner à envoyer ses factures, de ne pas relancer les paiements, ce qui peut entraîner des problèmes de trésorerie plus importants. C'est des petites choses comme ça. On commence par une demi-journée pour voir. C'est pas trop engageant pour personne. Ça permet de faire le point sur ce qui est nécessaire ou pas. C'est vrai que pour les relances de paiement ou les suivis de facturation, c'est super important. Quand on est artisan, on n'est pas à l'aise pour demander l'argent. Alors, c'est peut-être pas le cas de tous ceux qui nous regardent. Moi, personnellement, quand on est artisan, on est un peu un commerçant. On doit avoir une démarche commerciale et être sympa avec notre client. Et quand il faut les appeler pour réclamer de l'argent, c'est pas génial. Donc, c'est vrai que c'est plus sympa si vous pouvez. Donc, ça, c'est le rôle. Ça peut être le rôle, en tout cas au départ, de l'assistant. Et ça me semble avoir du sens. Je me rappelle également qu'un sujet sur lequel tu m'avais pas mal filé un coup de main au départ et qui était pour moi un vrai casse-tête, c'était pour monter un dossier RGE. Oui. On a vu aujourd'hui dans le temps, avec l'entreprise, monter des dossiers Calibat, RGE, ce genre de choses. Enfin, pour un artisan, c'est pas un cadeau. C'est d'ailleurs une possibilité aussi, c'est de faire appel à une assistante externalisée pour des dossiers très ponctuels. Par exemple, un montage de dossier RGE, par exemple, la demande d'une subvention qui demande de rassembler beaucoup de documents, de prendre contact avec des organismes qui souvent ont des horaires un peu particuliers, où on ne peut pas joindre les organismes après 16 heures, par exemple. C'est un peu compliqué pour un artisan qui est sur chantier toute la journée de devoir en plus penser que la Chambre des métiers ferme à 16 heures et qu'il n'y aura plus personne au CFE pour le renseigner. Moi, si tu veux, je suis un mauvais exemple parce que quelque part, je t'ai rencontré et tu étais la bonne personne. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions. Comme c'est souvent le cas quand j'embauche quelqu'un, je ne me pose pas trop de questions. Je mets les gens au travail et puis on voit dans le temps ce que ça donne. Mais quelles sont les choses qui peuvent nous faire détecter qu'en fait, on n'a pas recruté la bonne assistante, la bonne personne? Et qu'est-ce qu'il faut faire si on a un doute? Alors, la première chose à faire, c'est de valider un petit peu ses connaissances acquises dans son expérience parce que c'est ce qui fait aussi qu'elle a une expertise ou pas. Et quoi, par exemple, par exemple, quelques connaissances juridiques, quelques connaissances commerciales, une aisance au téléphone, la ponctualité, le sens. C'est plutôt sur un fonctionnement et des valeurs aussi de discrétion, de confidentialité, parce qu'on partage des informations qui peuvent être confidentielles. Sur de la rigueur et de l'organisation. Comment le détecter? Mais souvent, c'est un peu au feeling. On s'en rend compte un peu sur le tas. Est-ce que cette personne fait un reporting régulier sur ce qu'elle fait et ce qui lui manque, sur ce qu'elle a besoin pour avancer, ou est-ce qu'elle se débrouille juste dans son coin et ne dit rien il faut quand même que l'artisan sache garder la main sur ce qu'il confie à son assistante et qu'il sache exactement ce qu'elle fait. D'accord, donc en fait, il faut mettre en place des contrôles comme avec un salarié classique. Oui, absolument. Après, quand on a travaillé ensemble, au départ, on se voyait finalement très peu. C'est une relation de confiance qui doit être validée dès le départ. Et oui, tu as vu, on a retrouvé hier des notes que je te laissais à l'époque. On se voyait pas, donc en fait, je mettais sur une feuille A4 ce que je me rappelais même pas, ce que j'avais besoin que tu fasses. Et puis quand je rentrais, je retrouvais la feuille A4 stabilotée, sans doute, en disant que voilà, c'était traité et avec peut-être des petites annotations en fonction de. C'était des petits rappels. N'oublie pas de rappeler Madame Michu. Voilà. C'est vrai que ça a démarré comme ça, puisque évidemment, tu démarrais plus tard. Moi, j'étais déjà parti au chantier. Quand je rentrais du chantier, en fait, on s'était même pas croisés, juste par téléphone ou avec cette feuille qui traînait là. J'ai une petite question à te poser. Donc, c'est un sujet auquel moi, j'ai pas été confronté, mais auquel beaucoup d'artisans sont confrontés aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, on décide de donner le travail au bureau, à celle qui est à la maison, c'est-à-dire à madame qui est là et qui propose son aide ou qu'on désigne volontaire, je sais pas comment ça peut se passer. Et du coup, madame va devoir, va travailler et assurer ses tâches. Énormément d'artisans fonctionnent comme ça. Dans le bâtiment, mais même en dehors du bâtiment, j'ai envie de dire, à l'époque, c'était comme ça, le boucher du village, le boulanger du village, tout le monde travaillait un petit peu en famille. Donc, aujourd'hui, c'est encore le cas dans l'artisanat, avec ce statut du conjoint collaborateur qui a été créé il y a quelques années, parce que souvent, en plus, la femme travaillait gratuitement, elle n'était même pas payée, et en cas de séparation du couple, elle se retrouvait un petit peu le bec dans l'eau. Donc, aujourd'hui, ça a été réglé, il y a un statut qui existe, mais
C'est un peu compliqué de recruter sa femme et de lui faire peut-être lister les tâches qu'elle va avoir besoin de faire ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est compliqué parce que ça dépend de la relation qu'on a avec son conjoint, évidemment. Oui, bien sûr. Est-ce que cette personne est compétente, en fait, pour gérer les papiers au quotidien? J'ai pas trop de doute sur le fait que les conjointes collaboratrices sachent le faire. Mais après, il y a quand même des réglementations à suivre, à connaître. Que ce soit dans le bâtiment ou non, des connaissances un peu RH quand on commence à avoir des salariés. Après, comment faire? C'est juste, si on choisit cette option, je pense qu'il est important de savoir couper le soir, et ça, c'est pas forcément évident, quand on travaille avec son conjoint, d'arrêter de parler travail le soir. C'est aussi ça que proposent les assistantes à temps partagé, c'est qu'elles permettent, quand on a fini sa journée, de ne pas avoir à recommencer soi-même au bureau ou à en parler, débriefer avec son conjoint, etc. D'ailleurs, c'est le plus gros de mon fonds de commerce à l'époque, c'était les couples qui travaillent ensemble et qui se séparent parce qu'ils ne se supportent plus à travailler ensemble. Où une assistante externalisée peut prendre le relais. On a vu qu'un bon moyen effectivement de trouver une collaboratrice, c'est l'intérim. Il y a plein de gens qui sont hyper valables sur le marché de l'intérim. En revanche, s'il y a vraiment un collaborateur, enfin une collaboratrice avec laquelle on a envie de construire une relation et qu'il est compliqué, j'ai envie de dire, de changer, c'est l'assistante. Surtout la première, quand il y a une seule personne. En fait, quand on a une assistante, c'est une assistante. Elle est en fait assez rapidement au courant de plein de choses et qu'elle-même, enfin moi je sais qu'à une époque dans l'entreprise, enfin il y avait que toi qui les savais ces choses parce que c'était ton job. Très souvent, l'artisan il fait de la délégation par abdication. J'ai découvert ce terme, c'est-à-dire que je te refile le bébé et je sais pas ce qui se passe. Et si à ce moment-là, on se fâche avec son assistante ou que pour une raison ou une autre, elle a plus la capacité à faire le job ou qu'elle décide d'aller travailler ailleurs, enfin j'en sais rien, on est vachement emmerdé. Je pense que c'est plus compliqué personnellement de remplacer une assistante que de remplacer un technicien sur le chantier. Donc, si on fait appel à de l'intérim, on a le risque de commencer à construire une relation avec quelqu'un et de pas durer dans cette relation. C'est vrai que quand on prend une assistante, on a envie de durer dans la relation. Et paradoxalement, c'est aussi le bon moyen de découvrir quelqu'un. Donc, ça veut dire quoi? Que si on prend une assistante en intérim, il faut lui demander si elle cherche un CDI à terme ou si elle veut se fixer. Oui, probablement, si on commence à former quelqu'un, parce que mine de rien, ça demande un peu de suivi quand même. Quelqu'un qui arrive en intérim n'a pas l'obligation de résultat qu'a une prestataire de service. Elle est salariée. Donc, même en intérim, elle est salariée. Ouais. Elle a besoin de directives, elle a besoin de cadres. Peut-être en fonction de son tempérament, elle prendra peut-être moins d'initiative aussi que quelqu'un qui est là en prestation de service et dont c'est le contrat en fait. Un contrat de travail, évidemment, il donne des directives et un cadre, mais un prestataire de service n'a pas la même autonomie quand même. C'est mon point de vue. Un intérimaire, pour mettre en place quelqu'un en salariat ou en intérim, il faut quand même être beaucoup derrière au début pour s'assurer que la personne a tous les éléments dont elle a besoin. Souvent, les prestataires de services viennent aussi avec leur matériel. Ça veut dire que si on prend quelqu'un en intérim ou en salariat, il faut lui fournir aussi un ordinateur, par exemple, ne serait-ce que ça. Et puis accès à tous les dossiers qui peuvent être utiles dans l'exercice de ces fonctions. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul qu'on a, d'abord sur notre expérience à tous les deux, même si évidemment aujourd'hui on n'utilise plus de prestataires de services, on n'a que des salariés, à part pour le standard téléphonique qu'on a externalisé, mais sinon on n'utilise plus de prestataires. Il faut quand même reconnaître qu'au départ, quand vous démarrez, c'est définitivement la meilleure formule. Je pense que même avant de mettre en place son conjoint, de prendre une prestataire
extérieure qui travaille déjà pour des artisans, donc une secrétaire d'artisan, qui est une professionnelle. Je pense même qu'elle peut, elle peut donner un coup de main à former le conjoint collaborateur. Ça me semble être quelque chose de vraiment pertinent. Vous ne prenez pas de risque, puisque ça n'est pas une salariée. C'est quelqu'un à qui vous n'allez pas devoir tout expliquer parce qu'elle connaît déjà le métier. C'est ce qui a été notre cas. Moi, il y a même des choses... Évidemment, heureusement que j'ai pas eu à te les apprendre, sinon on aurait été mal barré. C'est sûr. Donc, je pense que c'est définitivement la bonne formule. En tout cas, nous, ça a matché comme ça. On voit que en plus, alors ça, c'est quelque chose d'incroyable, vous pouvez très bien utiliser du personnel qui est extérieur à l'entreprise pour vous aider au départ, qui après décide de rejoindre l'aventure, puisque ça a été ton cas, puisque tu as quitté ton statut donc d'indépendante pour redevenir salarié. Voilà, même si aujourd'hui tu n'es plus salarié du groupe puisque tu es co-gérante et bientôt associé. Donc en fait, tu vas revenir à la démarche entrepreneuriale, mais par un autre chemin. Donc, et tout est possible. C'est ça qui est magnifique et incroyable dans la vie de l'entreprise. C'est d'abord des rencontres humaines et des chemins qu'on décide ou qu'on décide pas d'ailleurs, qui se font naturellement, en fait, tout simplement. En fait, pour permettre ça, ce qu'il faut aussi demander à la personne que vous choisissez, si vous la choisissez en prestation de service, c'est du reporting, d'avoir une traçabilité de ce qui a été fait pour justement le jour où le besoin est tellement important qu'il faut recruter quelqu'un, que ce soit facile pour la personne qui prendra le relais, de tout retrouver, d'organiser un peu un système de classement et d'archivage qui permettent une prise de relais, que ce soit par le conjoint collaborateur ou par un salarié par la suite. En ce qui nous concerne et en ce qui me concerne, donc j'ai fait le choix à l'époque d'une assistante externalisée, c'est-à-dire quelqu'un qui était à son compte. Et je pense que si vous êtes un jeune entrepreneur, un jeune artisan, ça me semble être vraiment une bonne solution pour être secondé peut-être 4 heures, 8 heures par semaine. C'est vous qui le déterminerez parce que même au départ, on a bien du mal à déterminer la quantité de temps qui va être nécessaire pour réaliser des tâches, sachant que nous, on les fait très souvent que partiellement ou c'est ça, de manière incomplète, on va dire. Du coup, j'ai envie de te poser une question. Comment est-ce qu'on fait pour trouver aujourd'hui une secrétaire indépendante, en fait, quelqu'un qui est à son compte? Alors, c'est un métier qui se démocratise beaucoup. Ouais. Il y en a de plus en plus qui attachent une importance à être présente sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un premier moyen de la trouver, c'est de la chercher sur Internet. Ensuite, nous, on s'était rencontrés dans un club d'entreprise. Oui. C'est un endroit où, généralement, les assistantes indépendantes sont plutôt actives puisque c'est ce qui leur permet de trouver leur clientèle et de montrer qui elles sont justement, puisque c'est d'abord une relation de confiance. Donc vous l'avez compris, on est plutôt favorable au départ, puisque c'est ma propre expérience, c'est comme ça que j'ai démarré, à démarrer avec une assistante indépendante. C'est déjà une professionnelle. Choisissez en priorité peut-être quelqu'un qui travaille déjà pour des artisans. Et ça me semble être un bon moyen de commencer avec votre future assistante. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne parce que ça me fait vraiment plaisir. Merci, à bientôt, j'irai même à la semaine prochaine dans la main forte. Bye bye.